Bienvenue dans notre rubrique Aéronautique et Marine présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux coulisses et aux ateliers du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Nous sommes ici exactement à Duny, dans ce qu'on appelle les coulisses du Musée de l'Air du Bourget. Et je suis en présence de plusieurs personnes. Face à moi, de Madame Marie-Laure Griffaton, qui, vous allez me reprendre, est responsable du patrimoine et des collections du Musée de l'Air. Précisément, c'est directrice du département scientifique et des collections. Nous nous trouvons ici, j'allais dire dans les coulisses, oui, parce que c'est un musée. On ne peut jamais tout montrer. C'est comme au Louvre, par exemple. Nous avons la chance aujourd'hui, en présence également de Monsieur Alain Roland, qui est président de l'AMA, les Amis du Musée de l'Air, de visiter, et auprès de nos auditeurs, nous allons leur faire vraiment découvrir les ateliers. En quoi consistent ces ateliers en général qui sont à Duny? Bien sûr, il y a certainement des avions qui sont là, mais il y a aussi de la restauration. Oui, bien sûr. Donc, on va vous montrer différentes phases des ateliers, la chaudronnerie. On vous parlera un petit peu de l'entoilage et on vous parlera aussi des mouvements d'avion. C'est quelque chose de très important au Musée de l'Air entre la partie réserve et la partie musée proprement dit, voire même pour des tournages, des locations, voire pour avoir des nouvelles présentations. On a très régulièrement des mouvements d'avion et certains vont par exemple d'une réserve à l'autre, donc c'est tout à fait essentiel de les garder en mouvement. Voilà, donc ça Grégory vous expliquera tout le savoir-faire très particulier qu'il faut mettre en œuvre pour déplacer ces avions. Monsieur Jacques Auchard, qui est le responsable technique du département scientifique et des collections, nous a glissé aussi quelques informations complémentaires que je vous livre. Comme nous le disions précédemment, donc la zone technique du Musée de l'Air et de l'Espace est implantée sur la commune de Duny, en fait sur les terrains d'une ancienne base aérienne dont la superficie est de 13 hectares. Sur ces 13 hectares, on y trouve 1500 m² de restauration et des réserves où travaillent 16 professionnels pour la conservation préventive et curative, ainsi que pour la conception et la fabrication muséographique. Donc cette zone technique héberge 4 associations partenaires, les Ailes Anciennes, Memorial Flight, IT Mercure et les Ailes de la Ville. Les savoir-faire aéronautiques et des ateliers sont à l'œuvre dans plusieurs projets, dont un avion du début des années 20, le Potez 25 d'Henri Guillaumet, actuellement en cours de construction. Une réserve de 1000 m² vient de s'achever également. Cette réserve rentre dans un projet de réhabilitation de bâtiments et qui permettra donc le stockage de petits et de moyens volumes. Alors là, nous nous trouvons plus précisément dans quel atelier ? Alors ici, c'est la chaudronnerie et on va passer la parole pour qu'il nous explique son travail à Stéphane Lanitre qui est, comme on dit, Schumac, c'est-à-dire chaudronnier aéronautique. Oui, c'est le terme, on va dire, familier du chaudronnier aéro, donc c'est Schumac. Voilà. Donc ici, dans l'atelier chaudronnerie, on refabrique des pièces pour les avions des collections. Entre autres, ce que vous avez sous le nez ici, ce sont les pièces du Potez 25, qui est une construction neuve. C'est une réplique en fait d'un avion dont tous les exemplaires qui ont été produits sont réduits à l'état d'épave pour ceux qui subsistent et la plupart ont été perdus. Donc il y a quelques années a été décidée la construction d'une réplique d'un avion historique. En fait, c'est celui de Henri Guillaumet qui faisait la ligne de l'aéropostale pour franchir les Andes entre donc Buenos Aires et Santiago du Chili. Donc c'est un avion un petit peu mythique, on va dire, de l'aéronautique française. Et contrairement à pas mal d'idées reçues, c'est un avion qui est en bois, mais il y a aussi beaucoup de pièces métalliques, ce qui requiert les savoir-faire des chaudronniers aéros. Donc c'est mon métier que j'applique pleinement ici, puisque toutes les pièces ont été refaites. En fait, n'ayant plus du tout de pièces détachées, il a fallu tout refabriquer sur les plans, quand on a eu la chance d'avoir les plans. Oui, vous avez retrouvé les plans ? Alors, certains plans ont été retrouvés, mais pas tout. Pour la petite histoire concernant cet avion-là, c'est le Potez 25, c'est l'avion qui détient le record du monde, tout type confondu, tout temps confondu, de versions différentes pour un seul modèle d'avion. Il y a eu 37 versions différentes enregistrées pour à peu près 4000 avions de produits. Donc
une quantité fabuleuse de petites modifications. En fait, chaque utilisateur avait sa personnalisation de l'appareil. Donc mon travail, c'est refabriquer toutes les pièces métalliques, principalement en alliage léger. On peut travailler un petit peu d'acier, mais enfin c'est principalement l'alu. Concernant cet avion en particulier, mais j'ai travaillé également sur l'Invader, la 26 qui est dans le hall. Dessus, c'était mon premier chantier quand je suis arrivé au musée il y a une quinzaine d'années. C'est un avion impressionnant, on l'a vu en arrivant dans le hangar. Oui, c'est une jolie machine, effectivement. Il y en a encore quelques-uns qui volent. Oui. Ces machines commencent à se faire rares. Ils ont même fait bombardier d'eau pendant quelques années. Il y a même eu un film au Canada, de tournée, tout à fait. Always, je crois que ça s'appelle. Oui, tout à fait. Oui, c'est le fameux film Always. Ce sont les Invaders. Oui, ce sont les mêmes avions qui étaient utilisés parce qu'ils étaient suffisamment puissants et manœuvrants pour pouvoir aller traiter les incendies de forêt. Donc, il était très apprécié pour ses qualités voilières, on va dire. Donc vous restaurez celui-ci, vous restaurez l'hypothèse. Alors ça, c'est pas une restauration, ça c'est une construction. Pardon. Petite subtilité. La restauration, comme la définition du dictionnaire nous le dit, c'est rendre à l'objet son aspect ou son usage initial. Moi, c'est comme ça que je l'entends, et pas forcément l'étymologie de tout le monde. Et, en gros, c'est rendre à l'objet ses propriétés, ses facultés d'usage. Et alors, vous mettez combien de temps? Enfin, c'est peut-être une question c'est très variable. Oui, voilà. C'est très variable. Ça dépend comme un tableau, du travail. En fait, notre principal ennemi ici au musée, mais c'est valable pour beaucoup d'autres institutions, d'autres musées et associations, notre principal ennemi, c'est la corrosion. Et beaucoup d'avions, malheureusement, sont trop grands pour être entreposés dans des conditions idéales de préservation. Donc, souvent, malheureusement, ils restent dehors. Pas assez de place pour les ranger. Donc soit on arrive à les décroiser, donc les démonter pour pouvoir les ranger dans un espace beaucoup plus petit, soit on ne peut pas, et dans ces cas-là, on fait avec. Donc il y a beaucoup d'avions qui malheureusement restent dehors et à la longue finissent par se dégrader très fortement. Donc là, on fait appel à mon métier pour pouvoir refabriquer les pièces ou réparer, faire des réparations qui peuvent être profondes dans certains cas. Comme par exemple l'Invader, qui était arrivé en vol il y a une quarantaine d'années, un truc comme ça. Comme il a passé beaucoup de temps sur le parking, il avait pris les intempéries. C'était fortement dégradé, donc il a fallu faire pas mal de réparations. Donc pour lui rendre son aspect à peu près utilisable. Bien que la structure ait beaucoup souffert, en fait, on a pu faire le curatif essentiel pour qu'il tienne encore d'un seul morceau. Parce que quand on arrive là, on voit des grands hangars et on voit déjà des avions, là, on porte une caravelle. Il y a des grands hangars, oui, mais on voit un Mirage 4. Il y a énormément de matériel dedans. Il y a énormément de matériel dedans. C'est extraordinaire. Donc. On consomme du volume avec pas forcément grand-chose. Le problème, c'est que ce sont des objets qui sont quand même assez fragiles, donc on ne peut pas se permettre de les entasser les uns dans les autres. Bien que, par nécessité, on l'ait fait dans la série de hangars qui se trouve derrière, donc c'est un peu imbriqué, mais imbriqué intelligemment de manière à ce qu'on puisse quand même les sortir pour pouvoir travailler ou faire ne serait-ce qu'un coup de balai dans le hangar et puis faire un petit peu l'inventaire, voir comment ça vieillit. Vous êtes nombreux à travailler là, par exemple? Alors, on a été nombreux, on est à peu près 12-13 ici. Il y a des gens qui partent à la retraite, des gens qui ne sont pas renouvelés ou qui sont renouvelés. Mais des personnes passionnées en général? Pas forcément le moteur de tout le monde, c'est le mien. Mais... Je vois que vous avez un t-shirt Marine Nationale. Oui. Pourquoi? Ancien d'aéronaval et très attaché à cette arme. D'accord. Très, toujours. Et ici, à Duny, d'ailleurs, il y a une partie encore marine, c'est ça, je crois? Non, c'est fini. Fini. Et avant, il y avait... Aéronaval a fermé en 2010. D'accord. Mais il y a le musée de la marine qui a ses réserves juste à côté. Depuis quelques années. Récent, depuis quelques années, mais c'est assez récent, voilà. Donc le musée de la marine qui a ses réserves aussi. Voilà, tout à fait, ils ont déménagé ici. D'accord. Une partie de leur matériel. Les anciens bâtiments de la base aéronavale ont été convertis de manière à pouvoir leur permettre de ranger et puis de stocker leurs objets de collection, quelques ateliers aussi, de manière à pouvoir travailler et puis faire les entretiens dont ils ont besoin.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Votre nom, c'est? Stéphane Lalitre. Merci beaucoup à vous. Je Bonne vous en prie. continuation. Merci. Toujours sur IDFM, Aéronautique et Marine, présenté par Catherine Loubet, nous sommes dans les coulisses et les ateliers du Musée de l'Air et de l'Espace, en présence de Madame Griffaton, directrice du département scientifique et des collections du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Nous allons continuer. Je propose du coup avec Grégory qu'on parle des histoires de transfert, etc., de mouvements d'avion. Allez-y, donc discussion. vous êtes en charge de quoi? Moi, je suis l'adjoint de M. Auchard. chef D'accord, d'atelier. mais vous êtes. En gros, Vous allez nous parler de quoi? tout ce qui est Mouvement d'avion? mouvement d'aéronefs, D'accord. c'est-à-dire des réserves au musée, D'accord, donc pour des événements pour des expositions, temporaires. voilà, par exemple. D'accord. Donc il nous arrive régulièrement de transférer des avions donc, du site de Duny, des réserves, au site du Bourget. On a des matériels appropriés, Oui, tracteurs d'aérodrome oui, principalement. Ensuite, on a des barres de tractage on pour imagine. remorquer l'aéronef. Oui, Donc notre métier consiste entre autres à contrôler les principaux éléments vitaux de l'avion avant un roulage, comme les trains d'atterrissage, les pneumatiques, oui. leur état, leur gonflage et les éléments structurels dits vitaux qui vont supporter les charges pour le tractage. Une fois que tous ces éléments sont contrôlés, on peut faire l'opération. Alors, là, il y a un itinéraire quand même assez. Oui, alors on va transiter par l'aéroport du Ah, Bourget, voilà, oui. avec des autorisations particulières. Donc sur le tarmac. Ouverture de portes spéciales, etc. Enfin, pas simple. Oui, parce que même au musée, par quelle porte arrivez-vous là? Malheureusement, Tout on n'a dépend. qu'un accès, c'est par l'aéroport, Oui, par l'aéroport. pour les avions. Oui, oui, oui. Et après, donc il y a une place définie. Qu'est-ce qui définit la place de ces avions pour les Le collections? marketing. Oui. Oui, en fait, c'est le département des publics et la conservation. On essaye à la fois d'allier les problèmes techniques par rapport, par exemple, à la prise au vent. Alors, évidemment, on demande... en fait, on tient compte d'une part des thématiques et de la logique historique pour que le public comprenne le mieux possible les regroupements d'avions. Là, par exemple, sur le tarmac, on a actuellement 4 grandes zones. Il y a une zone aviation civile avec en plus le Canadair de la sécurité civile, une zone armée de l'air, une zone aéronautique navale et une zone qui est plus liée à des chasseurs étrangers, liés à la guerre froide. Pas loin de du vassaux. Concorde. Voilà, Ça, tout à oui. fait, devant. Et ça se fait en lien évidemment avec le département du public et du marketing qui nous donne son avis puisqu'il est chargé aussi de la logique de parcours de visite. Et puis bien sûr, une fois qu'on a une proposition, on la fait valider par les ateliers, par Jacques, Grégory, Fabrice, le chef mécanicien, pour avoir leur avis d'une part sur la faisabilité des mouvements, sur les axes en fait par rapport au vent notamment, parce qu'il y a en fait on ne se rend pas toujours compte, mais un avion par exemple, soit il décolle parce qu'il se déplace lui-même par son moteur, soit parce qu'il y a des grandes bourrasques de vent, et on a déjà eu il y a quelques années des surprises au musée. Donc il faut évidemment faire attention, alors soit qu'il soit ancré, mais surtout on essaye de le mettre dans l'axe le plus favorable pour le vent. Oui. Et ça c'est notamment Grégory et Jacques qui nous disent oui ça c'est possible, c'est pas possible. Après il faut laisser la place pour passer pour les engins de maintenance, pour le nettoyage, etc. Bien sûr, tout ça, tout est important là. Voilà, Oui. en fait c'est pas du tout aléatoire, beaucoup moins qu'on Alors, on pourrait essaie croire. de rien oublier. Parce que malheureusement, des fois, on a des surprises. Ah oui, Donc, ça arrive. des casses. Bien sûr. Alors qui dit casse dit retour à l'atelier, Retour à l'atelier pour réparation. évidemment. Si c'est possible. Mais il faut être extrêmement vigilant à tout ça. Il y a un point qu'on peut préciser aussi, c'est qu'en fait, on est obligé de toute façon de bouger régulièrement les avions. Puisqu'un avion qui ne bougerait pas du tout, ses pneus s'abîment. Par exemple, l'A380, on est obligé de faire au moins un quart de tour régulièrement. Alors parfois, on bouge beaucoup plus. Là, on vient de le réorienter complètement. Mais sinon, en fait, les pneus deviennent tout simplement carrés. Donc après, ils ne pourraient absolument plus bouger. Et je ne sais pas si vos auditeurs savent qu'en fait, on est obligé au moment, enfin tous les 2 ans, au moment où on accueille le salon du Bourget sur le tarmac du musée, de déplacer en fait quasiment la presque totalité des avions, sauf le 747 qui est maintenant quasiment un bâtiment,
partent sur du nid. Donc il y a une sorte de migration tous les 2 ans, ce qui permet d'ailleurs en général de modifier un petit peu la présentation et d'avoir de nouveaux avions. Alors cette année, comme malheureusement il n'y a pas eu le salon du Bourget à cause du confinement, on en a quand même profité pour ramener plusieurs avions, l'Embraer Tucano, le Mystère 20, par contre le DC-8 est reparti, le FedEx, le B727 FedEx va revenir dans quelques jours, on avait un petit problème technique à régler. Et voilà, il a 380 été déplacé. Donc c'est quand même un réaménagement assez conséquent. Oui. J'oublie un très important, c'est le Draken, en fait, qui avait des pneus abîmés. Le musée de l'air suédois, en fait, de l'armée suédoise, nous a très gentiment envoyé des roues pour cet avion qui est en dépôt de chez eux. Et c'est pour ça qu'on a 4 très beaux chasseurs dans ce qu'on appelle la rue, qui représentent en fait les chasseurs de la période de guerre froide. Alors justement, vous me parlez de ça, justement, vous avez des liens avec d'autres musées? Oui, bien sûr. Alors ça des peut échanges, être... est-ce qu'il peut y avoir des échanges Alors en fait, mais... là il se trouve que c'est un dépôt de musée de l'air suédois, oui. mais on a évidemment des échanges avec d'autres musées. On a pas mal d'avions en dépôt au sein de différents musées français, associatifs ou autres. On en a un certain nombre sur tout le territoire. Je crois qu'on a une quarantaine de conventions de dépôt et encore plus évidemment d'avions ou autres déposés. J'ai en tête Toulouse, Biscarrosse, Orange, Montélimar. Enfin, il y a toute une série d'endroits où on a des avions. Voilà, Rochefort. Oui, Il y en a beaucoup d'endroits. Ça permet en fait de démultiplier un petit peu et d'aller au-devant du public quelque part. Alors, personnellement, j'ai refait un tour hier dans le musée de l'air et j'invite nos auditeurs vraiment à y aller ou découvrir. Si on n'y est pas allé depuis pas mal d'années, on a vu un changement mais phénoménal, aussi bien par la structure, le remaniement architectural, la restauration, mais pas que ça. Il y a des collections magnifiques. Au départ l'aérostation, mais même des collections. Tout ça, c'était dans les réserves. En fait, tout ce qu'on ne connaissait pas était où? Alors oui, sans doute une partie dans les réserves, et puis il y a peut-être des choses que vous redécouvrez. En tout cas, alors je pense que ce qui change énormément les choses par rapport à la période précédente, c'est que pendant longtemps, la grande galerie en fait, de l'aérogare était utilisée comme un volume, mais n'était pas mise en valeur pour elle-même. En fait, il y avait ces vélums, il y avait la couleur bleue, les passerelles, donc on voyait très bien les avions, mais le bâtiment n'était pas mis en valeur. Or, le bâtiment a été restauré puisque vous savez qu'on redécouvre depuis quelques années tout l'intérêt du patrimoine industriel en France, et on a redécouvert cet aérogare fabuleux créé par Labro en 1937. Et c'est vraiment un bâtiment absolument magnifique par son ampleur, avec un style art déco. Donc l'idée était de valoriser le bâtiment. Et ce qui est finalement extrêmement intéressant, c'est qu'on a des collections aéronautiques, alors déjà absolument uniques au monde, puisque pour cette partie-là, la France ayant été le berceau de l'aérostation d'une part et de l'aviation, puisqu'il y a une émulation extrêmement importante entre les tenants du plus léger et plus lourd que l'air. Donc on a des collections absolument fabuleuses et sûrement les plus riches au monde qui sont dans un superbe écrin qui finalement est à peu de choses près de la même période puisque beaucoup des collections dans la grande galerie sont de la période, on va dire, de 1900 à 1914 pour la galerie Nord et de la Première Guerre mondiale pour la galerie Sud et que l'aérogare est de 1937. Donc il n'y a finalement pas tellement d'écart. Et alors pour vos auditeurs, pour leur donner une petite idée, un certain nombre d'avions sont sur des poteaux à 2,50 m du sol et ça donne vraiment une vue très aérienne. Et ça, par exemple, tous les poteaux ont été fabriqués ici à l'atelier et mis en place, tout ça sous la supervision de Jacques et de Grégory. C'est vraiment les ateliers du musée qui ont en fait, d'une part, remonté ces avions, puisque ceux qui étaient en réserve étaient démontés. En général, on a le fuselage d'un côté, les ailes de l'autre, conservées précieusement sur des bâtis. Avec leurs équipes, ils ont déjà assuré tout le transport, ce qui était déjà pas rien. Puis ensuite, ils ont fabriqué les poteaux sur mesure pour surtout pas déformer les avions. Donc ça a été un énorme travail. Et après, il y a eu un travail très précis aussi, fait supervisé par Grégory, qui a donné lieu à la mise en place des avions sur les poteaux à 2,50 m. Alors, c'était assez spectaculaire. Et j'oublie de dire, de ce côté-là, la pièce la plus délicate,
Ça a été la nacelle de 33 mètres du dirigeable La France, qui est le premier aéronef dirigeable au monde. Et vous imaginez, en plus c'était le premier objet qu'on a mis en place, donc 33 mètres de nacelle, avec une hélice qui fait à peu près 7 mètres de haut et une dérive tout autant. Donc en gros, du sol au plafond, en fait, l'ensemble de la nacelle de La France va vraiment quasiment du sol au plafond. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de dire au passage que l'opération, notamment la protection de l'hélice et la restauration de La France, ont été faits avec le partenariat de l'association des Amis du musée, l'AMA, qui est un partenaire fidèle soutien du musée de l'air et de l'espace. Bravo pour tout ce travail, parce que c'est énormément de travail. Il y a une énorme réflexion aussi avant de faire tout ça, parce que l'équilibre, comme vous disiez, il faut que ça tienne après, la solidité, selon le poids, enfin les avions, selon la diversité des avions aussi, comment les encastrer, j'allais dire, l'envergure. Qui est-ce qui décide toujours de la mise en scène, en fait? C'est vous consultez. Voilà, la mise en scène, il y a les commissaires d'exposition qui ont donné des préconisations d'exposition. Ensuite, il y a eu un scénographe qui est venu. Mais après, tout ça est validé. En fait, il y a des propositions. C'est comme finalement pour les déplacements d'avion. Il y a des propositions qui sont faites, mais les ateliers, et notamment des gens comme Arnaud Mars, qui est à la fois chaudronnier de métier et restaurateur depuis, qui vont valider en fait le meilleure solution à la fois pour la sécurité, pour la bonne tenue de l'avion, parce que vous imaginez bien que les avions ne sont pas faits pour être comme ça à 2,50 m du sol. En plus, vous savez que la plupart dans la Galerie Nord, c'est des avions à peu près centenaires. Oui. Donc il ne faut surtout pas les déformer. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail vraiment presque d'orfèvre, on va dire, pour que chaque soutien en fait soit calibré de façon extrêmement précise. Et c'est vraiment un travail de tous les instants. Et j'avoue que moi, en tant que responsable du patrimoine, c'est très très agréable de pouvoir s'appuyer sur une équipe de haut vol, j'allais dire, dans ce domaine, parce que ça permet d'être vraiment sûr. Quand l'équipe nous dit on peut y aller, j'avoue que j'y vais un peu les yeux fermés, parce qu'on sait à quel point ils connaissent leur métier et qu'ils adorent ce patrimoine, qu'ils vont en prendre le plus grand soin. Toujours sur IDFM, Aéronautique et Marine, présenté par Catherine Loubet, nous sommes dans les ateliers du Musée de l'air et de l'espace, en présence de Madame Griffaton, directrice du département scientifique et des collections du Musée de l'air et de l'espace du Bourget. Alors j'ai vu à ce titre le Blériot 11, je crois, mais alors il a ses ailes, il manque la toile. Je pense que, alors en fait, on n'a pas le Blériot de la Manche. Hein. Non, je pense voilà. que vous parlez du REPCA. Oui, je pense, oui. Voilà, c'est ça. tout à fait. Et alors en effet, le REPCA n'est pas entoilé, mais quelque part, ça a l'avantage de montrer un peu la structure des ailes, Tout à fait. ce qui amène finalement quelque chose de différent et ce qui est tout à fait intéressant aussi. Et ce qui m'amène à vous poser la question justement de la restauration, la question de l'entoilage, comment ça se fonctionne. Vous avez encore des archives. Le principe dans un musée, c'est de garder toute la matière encore présente sur les avions. Dans l'idéal, c'est de garder l'avion dans son état final d'usage. C'est-à-dire, on ne remodifie pas, par exemple, s'il y a eu des ajouts pendant la carrière de l'avion, on ne va pas le remettre dans l'état sorti d'usine, mais bien dans l'état final, avec toutes ces traces d'usure, les éléments remplacés, etc. Alors après, il est clair que pour certains de ces avions centenaires, il y a eu un certain nombre de modifications, des rentoilages, des restaurations qui ont été faites, puisque c'est vrai qu'il y a quelques années, on était beaucoup dans la reconstruction complète d'avions. Maintenant, on essaye de protéger au maximum la matière, même si elle est abîmée. Par exemple, à ce titre, vous connaissez peut-être certains, par exemple, le train d'atterrissage de l'Oiseau Blanc, qui est l'avion en fait qui devait traverser l'Atlantique. Alors, assez curieusement, pour alléger, puisqu'il partait pour un record, pour alléger, un Gesser et Colli avait largué en fait le train d'atterrissage. Donc c'est la seule chose qu'on a conservée, puisque en fait l'avion malheureusement a disparu. Mais là, par exemple, on voit bien tout le côté très abîmé. Quand les visiteurs nous disent quand est-ce que vous allez restaurer le train d'atterrissage, on dit mais surtout pas, surtout pas, parce que l'idée n'est pas de faire un train d'atterrissage moderne, mais en fait, j'allais dire d'ailleurs, on a une superbe photo dans l'expo bijoux mécaniques où on voit que tout le côté particulièrement mouvant de cette pièce, c'est bien qu'on sent, j'allais dire, l'authenticité des matières et l'usure. Et encore, il n'est pas trop abîmé, enfin, parce qu'il a été largué comme ça, ce train d'atterrissage. C'est clair. Je crois qu'il est tombé dans Dans l'eau.
dans une rivière à côté. Là. Il n'a pas été fracassé au sol. Non, il n'a Oui, pas c'est été ça, fracassé. ouais. Donc C'est sans doute ce qui l'a protégé. Oui. Et donc je vous disais que, par contre, on a la possibilité de faire du rentoilage. Alors c'est à la fois un savoir-faire qu'on veut conserver, parce qu'en fait c'est très rare et c'est très précieux. Et puis par exemple pour la restauration du Potès 25, on va certainement l'utiliser pour avoir en partie en fait une zone dans laquelle on aura les ailes refaites. Mais là, comme le Potès c'est une sorte de reconstruction de l'avion de Guillaumet, c'est pas du tout la même problématique. Mais par ailleurs, conserver les savoir-faire de l'entoilage, c'est important, puis au même titre que la chaudronnerie ou autre, parce que c'est des choses évidemment très, très spécifiques. Et pour faire court, l'entoilage en fait consiste à revêtir la partie bois de l'aile avec de la toile, mais évidemment si on n'avait que de la toile de coton, par exemple, vous imaginez quand il pleut, ça prendrait l'humidité, enfin ça serait évidemment très lourd, ça serait une catastrophe. Donc on met des enduits de tension. Et d'ailleurs, dans la grande galerie, on peut voir différentes phases de l'entoilage. Et c'est drôle parce qu'au début, c'est un toucher coton, et après on arrive à des choses qui sont presque comme des pots de tambour. En fait, d'ailleurs, quand on tape un peu dessus, ça résonne comme une peau de tambour. Et on comprend très bien en fait les différentes couches qui sont mises. Et d'ailleurs, c'est un travail assez minutieux. Quand on commence, il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a toute cette notion d'enduit en fait qu'on va mettre progressivement. Donc c'est un savoir-faire, chacun a son savoir-faire là en fait. Oui, bien sûr. Alors on pourrait parler aussi, là par exemple, de l'ajusteur, on peut parler, on va aller voir tout à l'heure les restaurateurs, mais Noël le menuisier fait aussi des socles, des caisses, et là aussi il fait parfois des choses tout à fait ajustées pour les mêmes raisons qu'Arnaud, c'est-à-dire avoir des choses qui sont au plus près de l'objet pour pas qu'il y ait de déformation. C'est très important ça aussi pour soutenir. Pour que les pièces puissent être présentées au public sans s'abîmer proprement dit. Est-ce qu'il y a encore des avions qui n'ont pas leur place dans le musée, mais qui sont dans d'autres hangars ici à Duny? Est-ce qu'il y a le Bermuda? Oui, alors il est en réserve. C'est-à-dire que pour le moment, à Duny, il y a des avions qui sont abrités déjà en réserve. Oui. D'ailleurs, on peut signaler à vos éditeurs qu'il y a une réserve grand format qui est en cours de construction. On est dans les phases quasiment de fondation à peu de choses près. Donc on se préoccupe de continuer à abriter nos collections. Et ce qu'on appelle en fait l'hydravion Bermuda, c'est un hydravion qui tournait en Polynésie et qui en effet dans le hangar qui s'est appelé à un moment Bermuda, puisque évidemment c'était son principal usage. Et puis il y a des avions qui sont encore conservés dehors, qu'on va essayer progressivement d'abriter, mais vu le volume en fait de nos collections, c'est un petit peu j'allais dire, c'est un peu comme la tapisserie de Pénélope, comme en plus on rentre de nouveaux avions, c'est un peu une histoire sans fin. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on a quand même un patrimoine de 400 avions au musée de l'air et de l'espace. Alors pas tous ici, une partie exposée, une partie en réserve, mais c'est évidemment colossal pour pouvoir les protéger. Alors il y a aussi des collections, enfin, ça c'est encore autre chose, hein, mais d'objets, etc. Il y a ça aussi. Vous avez un autre hangar qui est... Oui, alors d'ailleurs, j'allais dire oui et non, parce qu'il se trouve qu'on est justement en train de déménager toute une réserve où il y avait à peu près 8000 objets, des sculptures, des toiles de fuselage, des uniformes, des objets d'art, des jouets, etc., qui sont en train de revenir sur le site de Duny. D'ici peu, quasiment toutes les réserves du musée de l'air et de l'espace seront à Duny, hormis celles du centre de documentation. Et on est en train de tout regrouper. Alors là, elles sont présentées, elles vont être conservées dans une réserve qu'on appelle Jean-Paul Béchat, qui présente la particularité d'être en climat contrôlé. Et c'est très important parce qu'il y aura à la fois des objets fragiles, objets, sculptures, etc., mais aussi les avions dits en bois étoile, donc les plus fragiles, les avions des pionniers. Et c'est très important d'avoir ce climat contrôlé parce qu'évidemment, le bois et la toile sont très sensibles, notamment aux variations d'humidité, et ça ferait sinon claquer les assemblages, etc. Donc c'est la meilleure façon de les conserver. À l'abri de la lumière aussi, c'est des réserves évidemment qui sont totalement opaques, qu'on allume avec de l'éclairage artificiel quand on a besoin d'y aller. Et pareil, il y a des mouvements aussi quand même, j'imagine, depuis ce hangar. Oui, alors là, il y a un mouvement particulièrement important puisque une grosse partie de la collection va être transférée. Mais après, bien sûr, il y a des prêts
Par exemple, si on cite quelques cas, dans quelques mois à l'automne, là, il y a plusieurs objets, dont une nacelle, qui vont partir pour une expo à Drancy sur le siège de Paris. On a d'autres, plus tard, il y a des objets qui partiront au Petit Palais, à Carnavalet. Actuellement, on en a qui sont à Brême, qui sont à Lyon. Par exemple, alors on peut citer aussi, par exemple, les fragments de l'épave d'Antoine de Saint-Exupéry qu'on a la chance de conserver. C'est un dépôt, en fait, du ministère de la Culture, qui sont chez nous. Et il y a 2 fragments qui sont partis, un à l'Expo de la Sucrière à Lyon, un à l'Expo de l'envol des pionniers à Toulouse. Et il y en a même 2 qui partent prochainement à des fins d'études, parce qu'il y a évidemment toute une partie recherche aussi au musée. En fait, on développe beaucoup de... Ça, c'est aussi une des tâches, notamment de l'atelier des restaurateurs et des chargés de collection. On est en train de se préoccuper très, très activement de toute la partie conservation préventive des avions métalliques conservés à l'extérieur. En fait, on s'aperçoit notamment que l'alu et ce qu'on appelle la corrosion feuilletante, c'est quand même extrêmement problématique et complexe. Et on sait qu'on a toute une série d'avions là qui sont un petit peu menacés. Donc, on a développé en fait tout un programme. Alors, il y a 4 partenaires majeurs. Il y a le laboratoire de recherche de musées de France qu'on appelle le C2RMF, avec lequel on est en train de faire un programme européen. On espère qu'on sera retenu. C'est une ANR plus exactement avec l'Université de Lorraine. Ça, l'idée, c'est d'avoir un programme un peu de recherche fondamentale sur les procédés qu'il faudrait mettre en œuvre pour protéger les avions. Ensuite, on a un mécénat de compétences avec Altran qui nous met actuellement à disposition plusieurs ingénieurs pour essayer, pareil, de trouver les meilleures méthodes pour protéger de la corrosion. Et on a aussi, évidemment, l'équipe du musée qui intervient pour travailler dessus. Et puis, le dernier partenaire, c'est la base aérienne de Châteaudun qui a une équipe de maintenance et de stockage qui nous aide justement, et on est en train de réfléchir avec eux à mettre des systèmes d'assécheurs à bord des avions qui sont sur le tarmac pour essayer d'éviter l'humidité à l'intérieur des avions, parce que ça, c'est un facteur de moisissure et de dégradation absolument majeur. Et il n'y a pas aussi une question qu'il y a eu des avions où il y avait de l'amiante Alors, il y a quelques avions où il y a un peu d'amiante structurelle. Bon, par ailleurs, on a un autre programme en cours. Disons que ça va être réglé très rapidement. Après, il y a quelques pièces qui ont de l'amiante structurelle, mais ça, c'est cartographié. Tant qu'on ne touche pas à ces pièces-là, voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'opération, il n'y a pas de problème. Qu'avez-vous à nous dire d'autre? Là, on voit qu'il y a une partie d'un caudron. G3, celui-là. C'est un G3, oui. Tu veux répondre, Jacques? Il était auparavant présenté dans la Grande Galerie et il est actuellement en cours de travaux de dépoussiérage pour pouvoir intégrer la nouvelle réserve Jean-Paul Béchamp. Ah, voilà, justement, le fameux hangar. Dépoussiéré, vous dites, c'est-à-dire... Travaux de conservation, restauration. D'accord, voilà, ça s'appelle dépoussiérer, ça. Il y a des termes vraiment... En fait, c'est vraiment enlever la poussière, mais c'est pas qu'une question esthétique, parce que la poussière, c'est à la fois hydrophile. Donc, et puis, le problème de la poussière, quand ça retient à la fois l'humidité et ça peut contenir des larves d'insectes et tout, donc c'est vraiment un facteur, j'allais dire, de moisissure, etc. Donc c'est vraiment très important de nettoyer les avions, et pas que pour des raisons esthétiques, vraiment pour des raisons de conservation. Bien sûr. Et au niveau peinture, ça ne bouge pas? Non, bah, là d'ailleurs, il y a assez peu de choses qui sont peintes sur celui-ci, mais sur d'autres avions. Les peintures, puis maintenant la lumière... Alors, si on a par exemple sur le caudron Simoun, on a justement un problème d'écailles très important sur le caudron. On est en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Toute la difficulté sur certains avions, c'est que on a des peintures parfois qui ont été faites relativement récemment, on va dire il y a 20, 30 ans, enfin en tout cas qui ne sont pas du tout d'origine. Tout le problème est de savoir, surtout quand elle s'écaille, est-ce qu'on restaure la peinture récente, on va dire, avec tout ce que ça suppose, parce qu'en plus, parfois sur le caudron Simoun, les écailles sont tellement rigides qu'on va avoir du mal à les replaquer, donc de toute façon, ça ne sera pas très satisfaisant. Si on décape, de toute façon, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il y a sous la couche la plus récente. Donc là, on va essayer de faire une étude pour essayer d'estimer la zone de repeint, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours une sorte de part d'incertitude absolument majeure dans les restaurations. Vous avez d'ailleurs un cas très intéressant au musée du Yak 3 dans le Haut Normandie-Yémen, où il y a 2 faces, si on peut dire, avec 2 états différentes de restauration. Et là, tout a été décapé. Alors, il y a 2 faces un peu différentes, voilà, mais l'idée c'était de montrer 2 logiques différentes. Mais ce qu'il faut peut-être dire à vos auditeurs, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point
la préservation des avions peut être complexe, même abrité. En fait, on dit souvent le Concorde, par exemple, qui est pourtant assez récent, il a une cinquantaine d'années, on va dire, en tout cas pour le prototype. Le Concorde, par exemple, a des matériaux plastiques ou autres qui deviennent très cassants avec le temps. Et parfois, il est presque plus facile dans un musée de conserver une hache de l'âge du bronze, par exemple, que certains plastiques du Concorde qui sont très cassants, etc. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de préserver au maximum et d'éviter qu'on puisse rentrer, par exemple, dans tous les avions sans précaution. Si on ne peut pas, par exemple, s'asseoir sur les sièges du Concorde, c'est bien parce qu'on affaisserait les mousses et qu'elles finiraient par se dégrader, se détériorer, etc. L'idée, c'est bien de... Alors, c'est d'ailleurs tout le bon côté des musées, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que ça limite un petit peu les possibilités d'usage, mais par contre, c'est conservé sans limite de durée. Et notre fierté, c'est de pouvoir le transmettre de génération en génération, puisque vos auditeurs savent peut-être pas, mais une pièce, quand elle est dans un musée, 10 musées de France, comme le musée de l'air et de l'espace, ne peut pas en sortir, c'est-à-dire ne peut pas être vendue ou détruite. Au mieux, elle peut être déposée, par exemple, dans un autre musée de France, mais donc ça la protège vraiment. L'idée étant pour tous les musées d'éviter les reventes, les spéculations. Vous avez peut-être tous entendu parler dans le cadre du contexte du confinement là actuellement. Par exemple, aux États-Unis, il y a un certain nombre de musées qui ont été amenés à vendre des tableaux pour ne serait-ce que survivre pendant la période de la crise économique. Et fort heureusement, c'est impossible pour les musées français, ce qui nous met à l'abri justement de ventes et de dilapider le patrimoine. Oui, de temps en temps, une offensive média, par exemple, pour refaire voler un Concorde. Il y a 2 ans, je crois, il y a un milliardaire britannique qui avait dit qu'à cela ne tienne, on va le faire. Mais il avait même cité celui du Bourget, en disant je prends, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Mais il avait un petit peu oublié le cadre juridique de l'affaire. Oui, donc c'est vraiment conservé ici, en fait, en France. C'est beaucoup plus sécurisé, disons. Voilà, mais en même temps, dites-vous que n'importe quel visiteur du musée peut du coup s'inviter à bord du Concorde. C'est quand même exceptionnel parce que la plupart d'entre nous, on n'avait pas, enfin moi de toute façon j'ai pas eu l'occasion, mais la plupart d'entre nous n'aurions jamais eu les moyens de voyager à bord de Concorde, alors que là chacun d'entre nous peut aller visiter ces 2 Concordes, le prototype et le Sierra Delta qui est un avion de ligne. Donc ça a d'autres avantages. Alors c'est peut-être moins spectaculaire. Alors on essaye par exemple pour le BC de nez ou autre de mettre par exemple des films. On a une tablette tactile qui va être inaugurée quasiment d'un jour à l'autre là. Elle est prête depuis longtemps, mais à cause du confinement, elle est encore en réserve, mais je crois qu'elle est inaugurée vraiment dans quelques jours. Mais on a des outils numériques et virtuels qui nous permettent de faire revivre tout ça. Mais quand par exemple les gens peuvent rentrer dans le Concorde, c'est une expérience exceptionnelle parce qu'on s'aperçoit de la différence entre le côté extrêmement majestueux de l'avion et son aura totalement mythique et finalement l'espace extrêmement exigu, la sobriété. En fait, ce qui était incroyable, c'était le luxe à bord, mais finalement le design est quand même extrêmement sobre et finalement un peu en décalage par rapport à l'image que les gens ont du Concorde. Donc c'est à ce titre-là aussi très intéressant de rentrer. Puis les gens sont impressionnés de voir à quel point cet avion est petit. Il n'y a jamais que 100 places, il n'y a que 4 fauteuils de front. Enfin, c'est vraiment... C'est à faire, vraiment. Mais tout est à faire, en fait, au musée. On découvre plein de choses. Et puis, il y a aussi l'hélicoptère, là, le sauvetage en mer. Là, voilà, le Super Frelon. Oui, alors on peut monter dans le Dakota et vivre un peu l'expérience du débarquement. Ça aussi, c'est à faire. Monter dans le 747, qui est évidemment, plus tard, ça sera dans la 380. Oui. Non, c'est vraiment une belle expérience. Il y a pour les jeunes enfants la visite de Planète Pilote. Oui. Donc d'ici quelques temps, alors maintenant on peut aller dans un tour de contrôle, plus tard il y aura une expo sur la navigation aérienne, il y a des expos temporaires et actuellement il y a une très très belle expo qui s'appelle Bijoux mécaniques que je ne sais pas si l'équipe ici a vu, mais c'est une petite merveille parce que c'est un photographe mauricien qui a pris des moteurs, des bouts d'avion et tout. Et parfois, on voit à quel point un moteur, ça peut être une véritable sculpture. Enfin, moi, j'avoue que les moteurs photographiés par Axel Ruomaï, c'est fabuleux. C'est vraiment une œuvre d'art et ça permet aussi de redécouvrir certains objets techniques sous un autre angle. Et c'est vraiment une expo magnifique. Je vous le confirme parce que je l'ai visité hier. Vraiment, j'ai admiré et c'est vraiment très très beau. Voilà, je laisse découvrir. Je n'en dis pas plus.
Voilà, mais Je on confirme voit à ça. quel point, ne serait-ce que certains tuyaux en cuivre ou autres peuvent Ouais. être des vraies Ouais, ouais. sculptures. C'est une très très belle découverte. Toujours sur IDFM, rubrique aéronautique et marine, présentée par Catherine Loubet, nous sommes dans les coulisses et les ateliers du Musée de l'air et de l'espace, en présence de Madame Griffaton, directrice du département scientifique et des collections du Musée de l'air et de l'espace du Bourget. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pourriez me dire sur les réserves de l'UNI? Alors oui, mais j'ai surtout envie de vous proposer qu'on aille faire un petit tour chez les restaurateurs. Ah bah bien sûr, au contraire, allons-y. Alors Patrick, qui est restaurateur de l'équipe permanente, qui est allemand et qui s'est spécialisé en fait dans la restauration des objets techniques, et Théophile Vergniaud, qui est suisse, et qui fait ses études à Neuchâtel, et qui restaure, il va vous expliquer, il restaure un compas actuellement avec toutes les problématiques qu'il y a derrière cette pièce assez complexe. Alors dites-moi tout. Au niveau restauration, En fait, la spécialisation du patrimoine technique, c'est un peu particulier. Il y a plein de matériaux. Il n'y a pas comme des formations en bois, métal, tableau, sculpture peut-être. et là en l'occurrence il y a un moteur. De quel moteur s'agit-il? Vous avez vu l'appareil juste devant l'atelier, un grand appareil. Il y en a plusieurs donc. Oui, c'est vrai. Mais il est juste devant. Caudron G3. Voilà. Ah, c'est le Caudron G3. Exactement. D'accord, oui, oui, oui. Celui d'Adrienne Bolland, par exemple, pour nos auditeurs. Et que lui faites-vous? Là, j'enlève des produits de corrosion sont actifs. Qui abîmerait au fur et à mesure. On ne va pas travailler dessus ou faire une restauration tout de suite. Donc il va être mis en réserve. D'accord, ah oui. Vous arrêtez la corrosion et après vous allez le mettre en réserve, Je c'est ça? l'arrête là, mais je ralentis. Oui, voilà, vous ralentissez. Voilà, au musée de la restauration, c'est pas forcément de mettre en fonctionnement les objets. Ou mettre en fonctionnement, ça veut dire usure, ça veut dire que ça va s'abîmer plus rapidement. Donc on essaie plutôt de conserver la matérialité des objets. Et à part ce moteur, je vois des hélices, une belle hélice là-bas. Ça fait partie du même appareil. C'est toujours donc là, oui, Ouais. d'accord. Ce fameux Caudron G3. Donc là, ici, nous avons dans cet atelier le moteur, nous avons les haubans, nous avons l'hélice, nous avons les roues. Oui, voilà. Elles sont fines, les roues, hein. Ouais. 4 roues. Et l'hélice, par contre, c'est l'hélice d'origine ou... Ouais. C'est très minutieux, encore une fois. Ça prend beaucoup de temps. Ça j'imagine. dépend un peu à quel résultat on veut arriver. Parfois, conserver la matérialité, c'est pas possible parce qu'il y en a plus. Là, l'intervention peut devenir beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y a un air spécial dans l'atelier? Oui. C'est une réserve qui est climatisée ou qui est adaptée aux objets ou C'est ça. aux avions bois étoiles. Ils ont besoin d'une humidité relative plus élevée pour pas qu'ils sèchent. Ça va toujours être un compromis parce que les métaux, justement, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité, sinon la corrosion va oui. s'accélérer. Donc c'est jamais l'optimum. Il y a longtemps que vous restaurez? J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans et je suis arrivé ici juste après. Mais j'ai déjà travaillé après mon bachelor, ma licence, en 2013. C'est un métier, en fait, dont vous pourriez donner envie aux plus jeunes encore, la restauration? C'est quelque chose de passionnant? Moi, je trouve ça très passionnant. C'est assez méditatif parfois. Personnellement, j'ai déjà été passionné par la mécanique. Ça aide quand même à travailler avec les objets techniques. C'est pas forcément aéronautique. Non, j'ai travaillé pour mon sujet de mémoire, j'ai travaillé sur un wagon de train. J'ai fait des missions sur des vélos et j'aime bien les voitures aussi. C'est la restauration. Bah, écoutez, merci infiniment. Bah, je vous en prie. Et bonne continuation aussi. Merci. Et maintenant à vous. Quelle est votre partie? Alors moi, je travaille sur un compas de navigation qu'on voit démonter Un compas ici. de navigation. Voilà. Donc c'est la partie plutôt cockpit. Voilà, exactement. de Et l'avion. je travaille que sur cet objet et pas sur d'autres instruments Ah qui oui. se trouvent dans les avions. Et moi, je fais mon travail ici de master en fait. Donc du coup, je suis ici pour 6 mois environ, D'accord. qui se finit d'ailleurs dans pas si longtemps que ça. Et je dois en fait répondre à plusieurs problématiques sur ce compas. Il y avait déjà la problématique du démontage, parce que c'est un assemblage aluminium et à alliage de cuivre Mhm. qui sont assez sensibles. Donc du coup, ça demande un outillage un peu spécifique. Et après, il y avait un liquide dedans. On peut voir le liquide que j'ai pu sortir dans la bouteille là-bas. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il y avait la question de savoir la composition de ce liquide Mhm. pour pouvoir le remplacer car c'était évaporé en partie. Et il y avait aussi la problématique du coup de l'étanchéité du tout pour pas qu'on ait besoin de faire une maintenance trop régulière. Donc l'idée c'était de conserver la fonctionnalité de l'objet, Mhm. donc faire toutes ces interventions dans l'idée de conserver cette fonctionnalité
donc le remplacement du liquide nécessaire, et puis remettre une étanchéité aussi qui permette justement cette conservation sur le long terme, sans altérer les matériaux qui se trouvent à l'intérieur du bol. Donc il y a de la peinture, il y a différents métaux, et il y a le fonctionnement aussi qui doit être pris en compte. Et alors, quel est l'avion, là, par contre Alors, ça, c'est des compas, en fait, qu'on pouvait trouver dans différents avions. Ils se montent grâce à un support qu'il suffit de visser, en fait, dans l'habitacle. Oui, il y a une recherche, comme vous dites, par rapport au liquide et tout ça. Voilà, et il y a beaucoup de matériaux différents qui demandent une attention un peu différente à chaque fois, et des recherches spécifiques. Des recherches. C'est disséqué, hein, c'est vraiment... Voilà. Il y a longtemps que vous êtes dessus? Alors, moi, je suis arrivé fin février, et je finis mi-juillet. Vous pensez qu'à mi-juillet, voilà, ça sera terminé? C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Voie. D'accord. Il me reste la problématique de l'étanchéité, sur laquelle je travaille actuellement. La problématique du liquide, c'est bon. Et sinon, après, ça sera les traitements qui ont été choisis du coup avant, aussi en partenariat avec les conservateurs, qui acceptent si c'est suffisamment, si on respecte suffisamment les codes déontologiques, si l'intervention convient. C'est aussi du travail. Hein. Voilà, ça prend du temps. Mais quand on aime bien, ça passe vite. Et après, que pensez-vous faire alors après Vous dirigez vers quoi? Alors moi, du coup, je suis spécialisé dans la restauration des objets scientifiques et techniques, et j'aimerais bien trouver un poste là-dedans. D'accord. Pas spécialement dans l'aviation, mais... Voilà, dans les objets qui ont des mécanismes, en fait, c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Oui. C'est une belle expérience. Oui. Oui. Ben, merci beaucoup aussi. Hein. Bonne continuation à tous les deux. Là. Merci beaucoup pour vos informations précieuses. Nous nous sommes rapprochés de tous ces travaux minutieux, ce qui a suscité beaucoup de commentaires. Monsieur Alain Roland. Ça peut presque être une immatriculation, ça, mais c'est pas le cas, mais il manque une lettre en fait. FDBD, c'est toi qui... C'est moi qui ai... C'était quoi dans le fait de... Voilà, c'est moi pour y retrouver où était quel élément. Quand je démonte, je remonte exactement au même emplacement. Bien sûr, ouais. Donc du coup, je les ai nommés pour moi, pour une manière mémotechnique. Très bien, ouais. Et vous pouvez me rappeler l'âge de cet objet hein? Alors, il date de 1926. Presque centenaire. Oui. Ah, très beau, très beau. C'est vrai que c'était des instruments très courants sur tous les avions, évidemment. Hein. Le compas en navigation absolument essentiel. Alors, il y a eu plusieurs techniques qui ont été mises en place. Ça ressemble presque à un compas de marine, qui est monté après à la cardan, qui était encore très présent sur les avions de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres compas ont été développés qui permettent de voir une rose au travers d'une petite fenêtre, l'ensemble de l'instrument étant inséré dans une planche de bord. Donc c'est une technique totalement différente. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que dans certains cas il y avait les deux, sur certains avions, entre autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais celui-là en modèle 1926, c'est vraiment impressionnant. C'est très chouette. Là c'est impressionnant. Hein. Puis le liquide, là je vois qu'il y a même le niveau du liquide. C'est quoi la composition? Alors c'est simplement un mélange d'eau et éthanol. Par ailleurs, il y a la variation des outillages en fonction du temps. Hein. De nos jours, les empreintes de tournevis, par exemple, c'est soit des lames plates, soit des cruciformes, etc. En 1926, il y avait juste des vis à fente standard. Donc, ça doit poser des petits problèmes de démontage, ça. Exactement. Il faut avoir les outils. Donc, on a la chance ici d'avoir des ateliers de mécanique avec des gens qui travaillent très bien, alors du coup on a pu le faire. Ah oui, des outils spécifiques. Vous l'avez fait spécifiquement? Oui, finalement, ça demande du travail pour refaire du travail. Voilà, oui, oui, c'est un travail. Oui, en chaîne, quoi, en fait. Pardon, des fois, on n'est pas sûr du résultat. Le laiton, c'est un métal qui est assez souple. Oui. Ici, on a la matière première, voilà, on peut tout fabriquer. Formidable. Des fois, on n'a pas le choix. On a la visserie, on la fabrique. Voilà. C'est l'atelier. Des fois, il faut construire des outils spécifiques. Travailler. Ah, oui. que l'on n'a plus, qui sont indispensables pour démonter un élément. Bien sûr. C'est l'atelier dans l'atelier, en fait. C'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est de l'artisanat, quoi, en fait. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient faire ça. Quand même des études assez... Et peut-être qu'on ne leur donne pas trop l'idée non plus. On prend des stagiaires, on en prend une petite quinzaine par an. Oui, quand même. Des stagiaires dans le domaine de l'aéronautique. Plus 5 avec des spécialités propres, donc ça fait des études quand même... Chaque année aux Journées du patrimoine, les réserves et les ateliers sont accessibles au public. Donc ce qu'on décrit là, il sera visible et d'autant plus qu'on essaye de montrer des exemples de ce qui a été fait, des travaux en cours, il y a des visites guidées, donc ça permet de découvrir un petit peu la logique. Et puis ça vous permet aussi, cette année on retournera dans la visite de la réserve Jean-Paul Béchat,
où il y a quelques avions un peu extraordinaires, comme par exemple le fameux SPAD, le Vieux Charles de Guimer. Alors ça, c'est un avion qui est tout à fait emblématique, mais qui est très fragile, qui est resté plusieurs années exposé aux invalides sous un dôme, donc aux intempéries. Et du coup, on l'a récupéré il y a quelques années au musée. Alors, il y avait une première restauration qui avait été faite où ils avaient en fait gardé la toile d'origine, mais enlevé dans un premier temps et remis sur une toile plus moderne. Et le problème, c'est que l'encollage qui avait été fait, alors dans les règles de l'art à l'époque, mais entre la toile d'origine et la toile support, en fait, a mal vieilli. Il y a un phénomène d'acétisation, c'est-à-dire d'acidification, c'est comme du vinaigre, on va dire. Et en fait, il va falloir, pour protéger l'avion d'origine, trouver un moyen de le restaurer avec un climat en fait qui sera vraiment stable. Donc pour le moment, on a une première étape d'analyse qui va être faite par le laboratoire de recherche des musées de France. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra comment on peut le restaurer. Donc c'est un projet de longue haleine, mais là pour le coup, c'est sûrement un des avions les plus emblématiques du musée. Donc il faut vraiment prendre toutes les précautions possibles pour pouvoir le sauver. C'est le seul avion original piloté par Guimer qui nous reste. Le Vieux Charles. Tout à fait. Qui ne connaît pas le Vieux Charles? Voilà. SPAD 7. Un SPAD 7, exactement, oui. On peut presque le mettre sous une bulle d'azote. En tout cas, l'idée, c'est de le mettre dans une vitrine protégée, climatique. Mais alors après, il faut lui trouver la place. Alors peut-être dans la salle dite Verdun, mais ça veut dire pour la restauration et pour la suite, mais ça veut dire que ça condamne une partie de la salle. Mais c'est surtout que dans un premier temps, il faut vraiment qu'on fasse les bonnes analyses pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et que... Parce qu'en fait, toute la difficulté de la restauration, quand on utilise des produits, c'est que parfois, il y a un produit qui peut paraître tout à fait idéal à un instant T, et puis après, quelques années après, on voit qu'il vieillit mal, ou on a changé en fait de logique de restauration. Pour vous donner une petite idée, il y a enfin je sais plus, il y a un certain nombre d'années, il y a eu une grande mode de mettre des objets dans de la résine, par exemple. On se disait que ça allait les protéger. Alors évidemment, il n'y a plus d'air ou autre, mais bon, la résine, en plus, elle jaunit, enfin, elle craquelle, enfin, c'est juste l'horreur, et c'est évidemment pas réversible. La logique dans les musées, c'est minimum et réversible. Et si par hasard, on ne peut pas faire minimum et réversible, au moins, on documente et on identifie très précisément les objets, par exemple avec une marque en mettant que c'est refait en 2019 ou autre. Mais normalement, on change vraiment le moins possible de choses. Tous ces travaux que vous faites, vous notez... Ah oui, tout à fait. Voilà, justement, l'année, bien sûr, mais la façon dont tout est écrit. Voilà, alors il y a un rapport de restauration qui est fait. Tu peux expliquer peut-être, Patrick? Il justifie aussi l'intervention, parce que qui suis-je pour changer? Tout à fait. Vous signez votre travail, quoi, en fait. Garder une authenticité, et si je mets mes empreintes dessus, c'est moins authentique qu'avant. Mais alors, il faut tout le temps avoir un œil sur tout. Vous faites des tournées dans le musée pour dire, disons, l'avion, celui-là, ou cette collection, là, ça commence à s'abîmer. Qui surveille ça? Alors, il y a toute une équipe. Dans le musée, c'est beaucoup les régisseuses qui s'occupent, par exemple, des dépoussiérages ou autres qui attirent l'attention. On fait des tournées de veille sanitaire. On s'est réparti les halls pour... Après, chaque chargé de collection fait des tournées de ses collections, y compris pour des questions d'acquisition, etc. Enfin, oui, chaque collection a un responsable, en fait, attitré. Voilà, donc après, moi, ça peut m'arriver aussi, y compris dans des visites, etc., de m'apercevoir de choses. Ça peut être tout à fait aussi le département des publics, enfin, je veux dire, le département maintenance. Enfin, je pense qu'on est tous très concernés par ça. Donc, quelqu'un qui voit quelque chose d'anormal, par exemple, dans les pièces exposées. Et alors, pour les réserves, de toute façon, il y a à la fois des détecteurs incendie, etc. Et puis, les équipes, Jacques notamment et son équipe, font des tours des réserves tous les matins. Il y a aussi toute une équipe, que ce soit au Bourget-Duny, il y a des rondes toute la nuit. Et donc, c'est quand même très, très surveillé parce qu'on a un patrimoine, évidemment, tout à fait unique. Est-ce qu'il y a de la restauration sur les hélicoptères? Oui, alors c'est même presque plus compliqué parce que les hélicoptères, c'est extrêmement fragile au niveau du rotor ou autre. Sûrement, Par exemple, un hélico, on ne peut absolument pas se permettre de le garder dehors. Donc pour le moment, l'essentiel sont dans le hall des hélicoptères. Mais il y a d'autres hélicos qui devraient arriver, notamment un Lynx. On n'a pas la place pour le moment de l'exposer, donc il faudra le mettre en réserve. La valeur tournante, là. On ne peut pas en rajouter un, je vous confirme. Ils sont en quinconce, là. Même un drone, je ne crois pas. On développera certainement des drones, puisque maintenant, c'est quelque chose d'important.
Pour différentes missions, ça se développe terriblement, donc c'est prévu qu'on acquiert d'autres drones. Et on n'a pas parlé de l'espace aussi. Oui, bien sûr. Alors là, par exemple, dans ce domaine, il y a une rénovation actuellement des 2 lanceurs Ariane 1 et Ariane 5, qui sont en fait des maquettes qui ont été faites pour la démonstration et la promotion des 2 programmes au moment des différents SIAE et qui sont restés sur place et qui sont devenus un peu des sortes d'emblèmes du musée de l'air et de l'espace. Je crois que c'est visible à 25 km à la ronde. C'est passionnant, le Bourget, terre d'envol. Merci infiniment, Madame Marie-Laure Griffaton. Et toute l'équipe. Et voilà, j'allais dire, et toute l'équipe. Vous n'êtes pas au complet, mais merci infiniment à tous. Et bravo pour votre travail, pour le patrimoine. On vous remercie, puis on vous attend tous nombreux pour venir découvrir ce superbe patrimoine.